Nous sommes à Cesson, Oui, en plein 77, pas très loin de Melun, oui. en compagnie d'un psychothérapeute qui ne dédaigne pas l'astrologie, qui s'appelle Alain Agobert. Oui, c'est bien ça. Alors vous fréquentez donc le milieu astrologique, puisque je l'ai rencontré dans une réunion de l'association Oui, oui, pas très souvent, mais ça m'arrive, oui. Oui, avant j'allais au CIA, c'était le Centre Mais international c'était à quelle époque? d'astrologie. Oui, je sais, mais C'est des années 60. on a dû se rencontrer à cette époque-là. Avant, sans Moi, doute. j'allais au CIA aussi, rue Lascaz, Oui, oui, dans c'est les ça. années Oui, 68, 69. oui, oui, c'est ça, moi Vous aussi. avez bien vécu cette période, alors, Tout à fait. avec Paul Colombet, C'est Jacques ça, oui, oui, Berton, oui, Brigitte Berton. Drouet, Jean-Pierre C'était Nicolas. comment son prénom à Berton? Jacques. Jacques. Il est toujours en je vie, crois d'ailleurs. que c'était- Comment, il est toujours en vie? Oui, oui. Louis Millat, Jean Carteret, Bouchon, Barbeau. Oui, Jean-Pierre Nicolas. Oui, c'était un endroit qui était assez... Vous étiez plus jeune à l'époque. Ah bah oui, bien sûr. C'était un endroit qui était assez stimulant, finalement. On ne peut pas dire que l'association Source correspond exactement au même... Non, Même non, non, climat. non, non, non. D'abord, il y avait beaucoup plus d'hommes. Mhm. Ah oui, 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 c'est vrai. Et oui. puis, il y avait plus de discussions. Bien qu'il y avait quand même quelques conférences. Oui, oui, oui. Berton, par exemple, faisait des grosses Berton, oui, conférences oui, oui, oui. Et biographiques. sur le scorpion en particulier. Oui, oui, enfin, oui. Et puis après, on allait prendre un pot... Oui, à c'est au l'Escurial. café, oui, oui, c'est ça. Oui, Oui, bah écoutez, je pensais L'Escurial. pas, oui, oui, c'est oui, ça. oui. Ça nous ramène à quand même il y a une quarantaine d'années. Oui, 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 tout à fait. Quarantaine d'années. Oui, oui, oui. Et bon, alors entre cette période-là et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé alors? Ben, il y a eu le fait que moi, je me suis formé comme thérapeute à la sophrologie et puis aussi à la programmation neurolinguistique. Mais avant d'en arriver là, ben, j'ai été visiteur médical pour un laboratoire pharmaceutique. Et puis un jour, j'en ai eu assez. Et ben, j'ai changé d'orientation et je me suis formé donc à la psychothérapie. Voilà. Donc l'astrologie, c'est une formation que vous avez eue très tôt. L'astrologie, c'est-à-dire que j'ai découvert l'astrologie quand j'avais 16 ans. Et je me rappelle très très bien de ce moment-là parce que ça a été un moment très fort pour moi. C'était dans la rue où j'habitais, une longue rue, rue des Dames dans le 17e. J'habitais près de la mairie du 17e, là. Rue des Batignolles. Oui, près des Batignolles. Et dans cette rue, il y avait un bouquiniste avec, il avait des caisses sur le trottoir. Et un jour, en fouillant dans une caisse, j'ai trouvé le signe du Verseau d'André Barbeau. Voilà, c'est ça. Et dans ce livre, il disait que les gens du Verseau étaient des gens exceptionnels, remarquables, magnifiques. Et comme mon père me rabâchait que j'étais un bon à rien, je me suis dit, tiens, mais il y a peut-être quelque chose à creuser du côté de l'astrologie. Et ça a été, là, je me suis engouffré là-dedans et j'ai acheté tous les autres livres De la série. de la série d'André Barbeau. On qui apprenait à était calculer vraiment... on arrivait à calculer son ascendant. Tout à fait. Et il y avait des prémices, quoi, des Petite page calculs. rose, oui. Et après, j'étais allé chez Giberjeune m'acheter les livres des positions planétaires, Les et tout ça. éphémérides, Les Michery. éphémérides et tout, et que je calculais à la main. Et ça, c'était en 65, 66 Alors, c'était 59, 60, oui, 59, 60. Ah oui, 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 oui. Et vous avez découvert le CIA très rapidement? Le CIA, c'était, ah oui, beaucoup plus tard quand Ah oui, même. Hein. la Là, fin des années c'était 60. 67, 68. Oui, c'est ça, oui. 67, 68 CIA. Vous avez dû tomber sur un petit tract. Oui, c'est ça, oui, de oui, oui. conférences, Oui, 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 voilà, oui. c'est ça. Oui, oui. On trouve aux éditions Oui, parce qu'à traditionnelles, l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein. ça c'est sûr. Oui, effectivement. Je ne me rappelle pas comment j'ai trouvé le CIA. Bah, il laissait souvent des papiers dans Oui, les oui, librairies. oui, sans doute, oui. Je crois pas qu'il- Oui, dans les librairies, parce que j'ai acheté beaucoup les livres Voilà, il y du avait Rocher. souvent hein. un petit coin avec des... Tous les livres du Rocher. Ah bah ils n'étaient pas encore l'astrologie. sortis. Livre du Rocher sur Non, à l'astrologie. l'époque, non. En Oui. 60, non. Non. Non, non, c'est après. Oui, c'est une dizaine d'années après. Après que Moi, j'ai beaucoup lu les livres de Stephen Arroyo. Ça aussi, c'est un peu plus tard. Ouais, ouais, c'est plus tard. Ah, moi, vous avez lu en anglais. Ah non, 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 Ouais. non, non, non. Non, il y avait à l'époque, il y avait Hadès, il y avait... Oui, il y avait Barbeau. Hadès, mais alors je me suis détourné Il y de avait Hadès Antares. parce que j'ai trouvé que c'était vraiment trop tourné vers
le dramatique, quoi. C'était assez tragique, je trouve. Et donc, tout ça vous a amené aujourd'hui à faire un peu la synthèse entre toutes ces informations, c'est ça? Alors, Enfin, de- surtout déjà, l'expérience que j'ai faite de lire le livre de Barbeau sur les gens du Verseau, puisque j'appartiens au signe du Verseau, Mhm. ça m'a positivé et j'ai gardé cette idée-là où pour moi l'astrologie c'est un outil, un moyen de faire découvrir aux gens toutes les potentialités qui sont en eux, quoi. C'est un outil essentiellement positif pour découvrir toutes les richesses qu'il y a en nous et qu'on doit exploiter, quoi. Paradoxalement, malgré tout, là vous parlez pas. Tout à l'heure, on est en train de parler du signe du Verseau. Là, je suppose que vous faites allusion plutôt au thème natal. Oui, au thème natal, oui, Donc, effectivement. oui, c'est oui, ça. oui. Donc c'est plus C'est-à-dire tout à fait, c'est plus qu'après tout à fait ça. après Oui. le signe c'est-à-dire Oui. que par l'intermédiaire du signe du Verseau, où j'ai découvert les descriptions d'André Barbeau sur le Verseau, ça m'a permis d'approfondir, Oui. d'aller plus loin et Au tout. départ, vous ne saviez pas qu'il y avait tout Ah ça non, derrière. ah non, 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 bien sûr que non. Non, non. Et donc, pour vous, l'astrologie, elle donne des informations qui sont fiables. Est-ce qu'elle est à réformer, Monsieur Agobert? Est-ce que vous pensez que c'est un outil qui est bien tel qu'il est, à condition bien sûr que de la manie avec intelligence, ou est-ce qu'éventuellement, comme d'autres chercheurs, vous pensez qu'il est à revoir et à corriger? Vous savez, je pense qu'il y a certainement plein de techniques. Il faut distinguer, je pense, deux voies. C'est-à-dire la voie qui est rationnelle, logique, intellectuelle, scientifique, on va dire, et puis la voie qui est vraiment humaniste, qui essaye de... moi, quand je regarde un thème, j'essaye de me laisser guider par l'intuition. C'est-à-dire que je connais les signes, les planètes, les maisons et tout ça, comme si c'était des personnes. Et quand je vois un thème, je vois un ensemble de facettes d'une personne et j'essaye de les faire euh, coexister ensemble et de voir comment les choses se passent entre Donc tous le thème astral, ces c'est symboles. l'expression d'une sorte de diversité à harmoniser. Oui, c'est ça. Vous voyez, en psychothérapie, il y a une technique qui s'appelle l'analyse transactionnelle et qui parle des différentes facettes d'une Ah bah oui, personne. bah oui. Et dans une personnalité, il y a l'enfant intérieur, il y a l'adulte, il y a la femme intérieure, il y a l'homme intérieur, qu'on soit homme ou femme, c'est pareil, il y a le patriarche, il y a la bête aussi, qui est le côté instinctif de l'être, etc. Et toutes ces facettes-là, elles jouent ensemble et comment elles s'articulent, ça fait une personne particulière. Ouais, ouais. Mais il y a des personnes qui vont valoriser un aspect de leur personne au détriment d'autres facultés. Ça va être par exemple quelqu'un qui valorise l'enfant intérieur au détriment de l'adulte, ou alors qui valorise l'adulte au détriment de l'enfant, par Oui. exemple. Ou, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes, des gens qui essayent de cacher la bête et qui ne veulent pas en entendre Alors parler. je suppose que chaque planète correspond à un de ces personnages. Bien sûr, parce Alors que la bête, c'est quelle planète? ça va être Pluton, bien sûr, Pluton, parce c'est que Lilith, je sais pas, c'est Pluton. c'est oui, oh, il y a Lilith qui s'en mêle aussi un petit peu, mais Lilith c'est un peu particulier. Lilith c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous du tout. Ça. Lilith c'est vraiment quelque chose de radical et qu'il est quasiment impossible à vraiment contrôler. C'est vraiment le noyau dur, c'est le diamant qui est au fond de nous, quoi. Ah oui. Hein, ouais. Donc vous avez donc Pluton pour la bête, alors pour les autres personnages? Pour l'adulte, ça va être Saturne. Mhm. Saturne avec le rationnel. Qu'est-ce que j'ai dit? Le patriarche surtout. C'est le patriarche Saturne. L'adulte, ça va être Jupiter et Mars qui s'arrangent pour s'affirmer, pour se réaliser, etc. Avec une part du Soleil également. L'enfant, ça va être la Lune. Hein. Alors Vénus et Mars, c'est la femme et l'homme. Bah oui. Voilà. Oui. Et alors ça, c'est c'est un code que vous avez trouvé vous-même ou que vous avez trouvé chez quelques auteurs? J'ai trouvé ça aussi avec Kess aussi, d'une certaine façon. Ah vous bon? savez. C'est-à-dire que chez Kess, il y a
une chose que... Vous connaissez Marguerite de Bismond ou Oui, un petit peu, mais j'ai pas vraiment... Parce que c'est sûr, de Bismond, ça a été surtout par rapport aux vies antérieures, Karma, etc., quoi, au karma. Enfin, voilà, elle était assez proche de Case, c'est pour ça que je dis ça. Oui. Ah oui, Aussi. d'accord. Oui, Mais Kess, en fait, ce qui est embêtant, c'est qu'il n'a pas de livre écrit par lui-même. C'est oui, toujours des disciples ça, qui voilà, ont écrit. oui. Bon. Donc qu'est-ce qu'il y a à retenir de Mais l'enseignement de chez Case Kess, ce qui m'a Reproduit frappé, Cayce. vous savez, c'est l'organisation de la piste du zodiaque. Ah oui. Avec, si on prend par exemple le bélier, Oui. dont la planète maîtresse c'est Mars. Bon. Il est opposé à la balance, hein, dont la planète maîtresse c'est Vénus. Et si on continue comme ça, on s'aperçoit que toutes les planètes sont en opposition. Mars opposé à Vénus, Mercure opposé à Jupiter, etc. Vous voyez ? Ah oui, enfin, elles forment des couples. Ça forme des couples et c'est des axes. Ce sont des axes, l'axe Mars-Vénus, l'axe Saturne-Soleil, etc. quoi. Oui, d'après la théorie des domiciles et d'après... Après la théorie des domiciles. Mais si on prend comme dominante le lion et le cancer, c'est-à-dire le lion pour l'homme, le cancer pour la femme. Hein, on les met tous les deux en haut qui dominent les autres signes. Avant le cancer, il va y avoir Gémeaux, avant le taureau, avant le bélier, avant les poissons et avant le verseau. Et de l'autre côté, après le lion, il y a Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne. Là, on va s'apercevoir qu'en dehors du Soleil et de la Lune, qui sont maîtres du lion et du cancer, qui représentent l'homme et la femme, et d'une certaine façon l'union de l'homme et de la femme, ou du féminin et du masculin, ensuite, les signes qui sont face à face ne sont plus en opposition. Parce que la Vierge se retrouve opposée aux Gémeaux, mais les deux signes, c'est Mercure. Oui, mais c'est Mercure. C'est Mercure qui est maître. Oui. Hein. La Balance avec le Taureau, c'est toujours Vénus. Mars avec le Scorpion, c'est Mars, etc., etc. Donc, on s'aperçoit que tout s'harmonise et il n'y a plus d'opposition à partir du moment où, à l'intérieur de l'être, on fait le mariage du masculin et du féminin. Et si on veut, parce que faut vous dire aussi que dans ma démarche, il y a quelque chose de mystique, c'est-à-dire que je recherche le divin, hein, et que dans la psychothérapie, quand on cherche la réalisation totale de l'être, c'est une démarche, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, ou qu'on l'admette ou qu'on ne l'admette pas, mais c'est un chemin qui, au bout, il y a une découverte du soleil dominant qui est le divin, quoi. D'accord. Hein? Alors justement, à ce sujet, au niveau de la théorie des couples de planètes, c'est-à-dire qui ont beaucoup intéressé René Barbeau, parce qu'il a publié un collectif Soleil-Lune, après Mars-Vénus, Saturne. Alors moi, ce qui me gêne dans cette... je vous mets ça sur le tapis, là. Quand on regarde bon, chaque planète passe par un cycle, quelque part. Donc il y a des moments où elle est plus forte que d'autres, ou plus puissante que d'autres. Oui, bien sûr. Et par exemple, quand Mars est faible, est-ce que ça n'aboutit pas à Vénus, par exemple? Quelque part, est-ce que le principe vénusien n'est pas le manque de Mars, ou le manque de Mars, est-ce que ce n'est pas des planètes qui feraient partie d'un même cycle, en fait? De toute façon, on ne peut pas dissocier, prendre un élément d'un thème astrologique, que ce soit une planète, un signe ou quelque chose, et essayer de le séparer du thème de naissance. Ça forme un tout qui est indissociable. Mais Mars sera toujours Mars, même s'il est en Cancer. S'il est en Cancer, il va être sous l'influence émotionnelle de la Lune. S'il est en Balance, il va être sous l'influence de Vénus qui va rechercher essentiellement une harmonie. Et bien sûr que Mars va être plus faible parce qu'il est dépendant de cette harmonie. Et les gens qui ont un Mars Balance, c'est eux qui font l'effort toujours d'essayer de s'adapter aux autres. Mais leur Mars, c'est un Mars qui s'affirme dans une recherche d'harmonie avec les autres. Mais enfin, malgré tout, regardez par exemple le jour et la nuit, c'est comme des choses très différentes, elles appartiennent à un même cycle. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le jour laisse la place à la nuit. Oui. Et à un moment donné où l'été laisse la place à l'hiver. Oui.
Donc on peut imaginer qu'une planète puisse laisser sa place, un principe planétaire puisse laisser sa place à une autre force opposée. Si le jour est l'opposé de la nuit, pourquoi Vénus ne serait pas l'opposé de Mars? De toute façon, les opposés sont indissociables. Non, mais justement, si elles sont indissociables, pourquoi en faire deux planètes différentes? Le jour et la nuit correspondent à un même principe, il n'y a pas deux principes. C'est un même principe qui est décliné sous sa forme de présence et d'absence. L'été et l'hiver, c'est pareil. Pourquoi est-ce que ne pas décliner Mars? On ne vit pas de la même façon pendant l'absence que pendant la présence. Mais est-ce que Vénus, c'est pas l'absence de Mars, par exemple? Ah non, ça je crois pas ça Voilà, du tout. c'est ça. Bon, Ça, non. écoutez, donc effectivement, c'est malgré tout, on peut considérer que dans un cycle, quelque part, le cycle passe par une dualité et qu'il y a un moment donné où quand la force quand il y a une force qui est en période d'absence ou d'éclipse, ça va donner autre chose. Ça va donner quelque chose où il y aura un manque. Et ce manque, c'est aussi une réalité. Mais quand il y a opposition dans un thème astrologique, quand il y a, je sais pas, on va prendre par exemple, tiens, la Lune, une opposition qu'on rencontre très très souvent, l'opposition Lune-Soleil. Hein. Vous avez un thème, vous avez une opposition Lune-Soleil. C'est-à-dire que le principe féminin est opposé au principe masculin. Hein. C'est une personne qui va vivre son côté masculin dans des occasions bien spécifiques, bien particulières, et son côté sensible et émotionnel et féminin dans d'autres occasions très différentes. Oui, mais comme justement un cycle passe par des temps différents, on pourrait très bien imaginer qu'il y a un temps pour chaque chose et qu'à un certain moment, son cycle l'amène à vivre certaines choses, et puis à d'autres moments, le cycle l'amènera à vivre autre chose. Oui, mais ça peut, un seul cycle peut générer à lui tout seul des situations différentes. Il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait une force spécifique pour chaque phase du cycle. Non, évidemment. Bon, donc on peut imaginer une astrologie qui serait axée sur une cyclicité beaucoup plus simple, même unique, et dont les différentes phases correspondraient à des états successifs, qui pourraient chacun être... J'ai un petit peu de mal à vous suivre, hein, je vous dis franchement. Oui, non, mais ça, je ne veux pas embêter ça. Mais je veux dire qu'on peut imaginer que, même que vous avez 12 signes zodiacaux qui permettent de décliner un seul et même cycle. Donc, oui, bien sûr. Donc effectivement, s'il va y avoir, même quand on suit un seul cycle, il va passer par 12 signes différents, donc ça va déjà être, à lui tout seul, ce cycle va être extrêmement divers. Là, puisque vous parlez de cycle, là il y a un cycle auquel je me suis beaucoup intéressé, c'est le cycle de Pluton. Parce que là, on est en train de le vivre avec beaucoup d'intensité, là, en ce moment. Parce que le cycle de Pluton, il est de 250 ans. Mais en même temps, la trajectoire de Pluton n'est pas dans dans l'orbite de toutes les autres planètes. Ben oui. Il est incliné. Oui. Il est incliné et il est très décentré par rapport aux autres planètes. Ben oui. Et ce qui fait que ce cycle qui dure 250 ans, hein, depuis qu'on a découvert Pluton dans les années 30, il était en Cancer et il était très lent au moment où on a découvert Pluton en Cancer. Et il était en train de remonter, c'est-à-dire que plus il remontait, plus il était dans un rayon court par rapport au Soleil, et donc c'était une vitesse de plus en plus rapide. Hein. Et comme Pluton est responsable du rythme de vie de l'homme, nous étions dans une accélération constante. Or, depuis 2000, Pluton est en décélération. Ah, c'est intéressant ça, oui. Et comme il y a eu en 99, je ne sais pas si vous vous souvenez, une éclipse de soleil le 11 août qui s'est passée avec une configuration astrale absolument incroyable, où toutes les planètes étaient en carré. Hein. Il y avait le soleil et la Lune, bien sûr, qui étaient ensemble, puisqu'il y avait éclipse, qui étaient opposés à Uranus.
vous aviez Mars qui était en Scorpion et vous aviez Saturne en Taureau. Alors Saturne en Taureau n'était pas dans un signe qui était son domicile, comme les autres planètes, puisque Uranus était en Verseau, le Soleil en Lion et Mars en Scorpion, mais vous aviez en même temps Saturne en Taureau, qui même s'il n'était pas dans le signe du Capricorne, était quand même dans un signe de terre. Oui. Et pour moi, ça a été le moment où d'abord Pluton était entré dans sa décélération, ou tout au moins là il était immobile, et il était en train de commencer sa décélération, et on en a pour 125 ans de décélération. Et ce qui veut dire que le rythme de production et de tout, on est obligé de rentrer dans une phase qu'on n'a pas connue, qui est un rythme de vie, une consommation, une course à la productivité qui va obligatoirement se ralentir. Et où on va être forcé de revenir à des valeurs beaucoup plus sûres. Oui, ça c'est une contribution à l'astrologie mondiale, ça, effectivement. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est... Alors ça, on peut dire que c'est un cycle de Pluton, parce que c'est vrai que quand il va vers sa périphérie et qu'après il redescend, bon, c'est sûr que ça... Oui, de la même façon qu'un homme éveillé n'est pas exactement identique à un homme qui est en train de dormir. Ah ben non. Donc on peut quand même imaginer qu'au sein même d'un seul et même cycle, on a des manifestations extrêmement différentes. Ouais. Mais il y a aussi quelque chose qui m'interpelle, parce que là vous venez dire un homme éveillé, moi je l'ai entendu dans un autre sens, je l'ai entendu en tant que psychothérapeute, c'est-à-dire que moi mon rôle c'est d'essayer de guider les gens. En tant que psychothérapeute, je me considère uniquement comme un guide. Je dis souvent aux gens, je suis comme un guide de haute montagne, moi je vous accompagne sur le chemin, mais je ne vous prends pas sur mes épaules, c'est à vous de faire le chemin. Hein. Mais un homme éveillé, quand est-ce qu'il est éveillé ? Quand est-ce qu'il s'éveille réellement à lui-même et qu'il s'est dégagé de toutes les influences, de toute la charrette des influences qu'il trimballe depuis sa naissance, des choses qui ne lui appartiennent pas vraiment et qu'il est obligé de traîner avec lui. Quand est-ce qu'il va faire le pas de dételer et de se dire « je peux exister par moi-même » ? Parce que ça n'est pas de l'égoïsme. L'égoïsme, ça consiste à marcher sur la tête des gens pour profiter soi-même. De leur emprunter des choses, de leur prendre des choses. Mais il ne faut pas oublier que dans la foi chrétienne, le message du Christ à la base, il est aime ton prochain comme toi-même. Mais on entend toujours aime ton prochain, on n'entend pas le comme toi-même. Et qui suppose que d'abord on s'aime soi-même avant d'aimer les autres. Parce que on ne peut pas, en tant que thérapeute, on ne peut pas aider les gens si nous, on ne s'est pas libéré nous-mêmes avant. Oui, il faut s'aimer soi-même, donc il ne faut pas se mettre des masques, il ne faut pas se mettre des phares. Absolument. Parce qu'à ce moment-là, si on fait tout ça, ça veut dire qu'on ne s'aime pas soi-même. Ben voilà. On se dissimule derrière des... On ajoute des choses. On se maquille. Absolument. Oui. Absolument. On reste victime. Là, j'ai en ce moment une patiente qui est en train, elle progresse bien, elle va bien, mais quand elle est née, elle avait déjà une sœur qui était née avant elle et qui était très très handicapée. Et en grandissant, déjà vers 4 ans, elle comprenait sa sœur que ses parents ne comprenaient pas sa glossolalie qui s'exprimait, mais les parents avaient l'impression que ça ne voulait rien dire, mais elle la comprenait. Et très vite, elle s'est sentie responsable de sa sœur. Et d'ailleurs, les parents se déchargeaient beaucoup sur elle. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, elle rencontre dans sa vie sentimentale des hommes qui viennent lui confier un rôle de maman. Et ça, elle en a assez de ce rôle-là. Comment est-ce qu'elle va sortir de cet engrenage? Elle voudrait bien vivre sa vie. Et là, elle est en train de le faire, là, de vraiment se dégager de ça. Et alors, vous avez, là, puisqu'on parle de... Est-ce que l'astrologie vous a servi pour... Ça, c'est vraiment l'outil principal qui m'aide, parce que sur un thème astrologique, je peux voir où se trouvent les nœuds, hein, les nœuds principaux de la personnalité. Hein. Et l'emplacement de Pluton, pour moi, est très important, parce que Pluton représente l'inconscient, représente l'instinct, représente tout ce qui est caché, tout ce qui est... Et de voir si
l'inconscient, ou Pluton dans le thème, va plutôt collaborer au travail de psychothérapie, ou s'il va plutôt mettre des bâtons dans les roues. Mais alors justement, bon, vous avez employé souvent, enfin dans la conversation qu'on a eue avant, même, la rapidité, n'est-ce pas, que ça permet, on arrive assez rapidement. Mais alors, est-ce que ça ne se fait pas au dépend d'un certain travail, d'une certaine... Vous avez raison de dire ça, parce qu'effectivement, il y a des fois des choses, je ne peux pas dire aux patients exactement ce que je vois, parce qu'il faut qu'ils le découvrent par eux-mêmes. Eh oui, parce qu'il y a des gens, par exemple... Mais le fait que je le vois, moi, oui, ça aide quand même, voilà, parce que ça. Je sais où on va. Oui. Mais c'est vrai que, par exemple, il y a des gens qui aimeraient bien avoir un résultat, mais sans l'angoisse de la recherche, sans avoir à creuser, sans avoir à construire les outils pour y arriver. Ah oui, oui. Alors il y a un très beau livre d'un psychiatre, psychothérapeute américain qui s'appelle Scott Peck, qui a écrit Le chemin le moins fréquenté. Et il parle bien de ça. Il dit que il faut bien comprendre que l'obstacle principal à la démarche personnelle, c'est la paresse. Voilà. Parce que c'est un très gros travail. Et l'astrologie, quelque part, encouragerait une certaine forme de paresse. Ça aide. Vous voyez ce que j'ai remarqué dans l'aide la plus forte que m'apporte l'astrologie dans le rapport avec mes patients, c'est que quand, à la deuxième séance, je fais toujours ça à peu près la deuxième ou la troisième séance, mais je leur décris leur portrait par rapport à l'astrologie, par rapport à leur thème de naissance, ils rentrent dans un climat de confiance, parce que je leur parle des fois de choses où je les amène aussi à préciser les choses dans leur personnalité ou dans ce qu'ils ont vécu, dont ils n'auraient pas parlé d'eux-mêmes, hein, tout de suite tout au moins. Et le fait qu'ils se sentent compris, c'est vraiment le point de démarrage le plus important, parce qu'il y a un climat de confiance qui s'installe. Mais en même temps, ils savent que ce savoir, ce n'est pas votre savoir. Enfin, je veux dire que c'est votre savoir, mais c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Non, ça ne m'appartient pas. Donc quelque part, on revient tout à l'heure à la question de parler de cette libération, oui, cette liberté. Quelque part, c'est un plus par rapport à vous-même. Ah oui. C'est pas... je leur dis souvent à des patients quand ils arrivent en bout de chemin et tout, oh là là, qu'est-ce que vous m'avez aidé et tout ça, ou c'est formidable ce que vous avez fait pour moi et tout, mais je leur dis, mais c'est pas moi qui ai fait le boulot, c'est vous qui avez fait le boulot. Oui, mais c'est aussi l'astrologie. Aussi avec l'astrologie. Ouais. Et il y a des patients, alors il y a des patients ou des clients qui apprécient pas mal qu'on aille voir un astrologue parce que ils ont une certaine méfiance de la personne qui parlerait uniquement en son propre nom, en quelque sorte. Ah oui, 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 oui. Et le fait que l'on ait quand même au-dessus de soi à la fois les astres, mais aussi le savoir astrologique, oui, ça vous rend plus inoffensif. Enfin, je veux dire, ça vous rend... ils ont l'impression de ne pas dépendre uniquement de ce qui pourrait vous passer par la tête. Oui, surtout que quand je décris quelque chose, quand j'interprète un thème astral devant une personne, il y a quelque chose qui se fait en moi où je ne suis pas du tout certain que ce que je vais dire, c'est juste. Je suis toujours à m'interroger, à me dire, mais là j'ai envie de dire ça. Et ça doit correspondre normalement à tel comportement. Et je le dis, est-ce que dans telle situation, vous réagissez comme ça? Et quand il me dit, ah oui, 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 c'est exactement ça et tout, à chaque fois, je suis toujours étonné. Oui, parce qu'en fin de compte, c'est pas vous qui l'avez su. Ben non, parce que je suis étonné que ce que je découvre dans le thème astral, oui, qui est quelque chose de théorique, oui, ça corresponde tellement, oui, à la réalité du vécu de la personne. C'est un émerveillement qui est propre à beaucoup d'astrologues. C'est vraiment étonnant. Oui, comment est-ce que... Ça veut dire que le réel tient dans une sorte de structure. Ah, oui, oui, oui. Voilà. Effectivement, donc là, bon, écoutez, il y a donc une certaine forme d'ambiguïté, parce qu'effectivement,
idéalement, est-ce que l'être humain doit se servir de l'astrologie ou pas, à votre avis? Ben, Un homme qui serait complètement libéré, est-ce qu'il ne serait pas aussi vous libéré savez, de l'astrologie? vous savez, est-ce qu'on doit utiliser encore l'automobile? Mhm. Hein? C'est toujours la même Oui. chose. Bah Est-ce qu'on l'utilise bien ou est-ce qu'on l'utilise En mal? tout cas, on n'utilise pas en permanence, heureusement. Ben non, heureusement. Heureusement que les gens sont encore capables de marcher. Bah, oui, quand même. Mais, Mais- oui, ils sont dans une sorte de... Mais ce dans que, le- ce que dans je le veux dual- dire, de c'est dualité, là. que ce soit n'importe quoi, on peut très bien Amphibie. l'utiliser convenablement ou bien en faire un Oui. mauvais usage. Oui, bien Ça sûr. dépend si on met l'astrologie à notre service, à nous, personnellement, individuellement, comme un moyen de progression sociale ou quelque chose comme ça, ou est-ce qu'on met l'astrologie au service des gens? Alors justement, on s'est rencontrés dans une soirée qui était très majoritairement féminine, on peut dire. Oui, oui, oui. Bien que ce ne soit pas le nom de l'association, Oui, oui, oui. ce ne soit pas l'objectif de l'association, mais moi je pense toujours quand on rencontre un groupe, il faut à la fois tenir compte des objectifs annoncés par le groupe, mais aussi de la réalité du groupe. Mhm. Et la réalité du groupe, elle est quand même assez typée. Mm. Alors, est-ce que vous avez un jugement de psychothérapeute sur cette J'ai- cette presque absence, on peut vous en parler, cette presque absence de l'élément masculin? Ben, ce qui m'a manqué dans la séance, Oui, par la exemple. conférence Oui. d'hier, c'est qu'il n'y avait pas de réelle communication entre le public et les. Ah oui, mais ça c'est et un les trait personnes. chronique. Là. Ouais, c'est vraiment, Oui. j'ai trouvé que c'était bien On a- dommage parce que justement, moi j'ai fait des conférences déjà et au début que je faisais des conférences, effectivement, j'étais assez ému et angoissé, donc j'écrivais ce que Oui. j'allais dire et tout. Oui, Et puis un jour, je me suis dit non, faut pas écrire. oui. Il faut essayer de Par rentrer exemple, en bah oui, contact. oui. Faut Mais voir. bon, alors, alors on va essayer d'approfondir quelques secondes à ça. Si effectivement le public n'est pas gêné par cette situation, Hmm. donc il n'y en a pas un véritable besoin. En fait. Oui, Il mais n'a pas comment réellement comment besoin savoir quelle est l'attente? il vient d'une sorte de spectacle, en fait, compte. Il vient à une sorte de messe, il vient assister à un exposé Oui, mais emblématique. Oui, mais il va manquer quelque chose. Oui, non, mais je veux dire, non, parce que moi je dis toujours, le fait que certaines personnes, il y a des personnes dans une situation donnée qui sont gênées, d'autres qui ne sont pas gênées. Mm. Apparemment, l'élément masculin n'apprécierait pas tellement ce modèle. Je ne parle pas de l'astrologie là. Non, Je non, parle je de la comprends. réunion astrologique telle parce que Moi, je pense qu'il y a des femmes qui ont besoin de communiquer aussi. Oui, mais enfin, en et tout donc, cas, il y a là une population très massive qui ne voit pas de difficulté à assister à ce genre de situation. Parce que je suis allé à Voilà. d'autres conférences de sources d'ailleurs, quand ça avait lieu rue Saint-Martin, là, au Rose-Croix. Ça, là. c'est plutôt les annuels. C'est annuel, là, oui. Et là, j'avais trouvé que c'était vraiment sensationnel. Là, les échanges qu'il y avait eu. Entre qui et qui? Et Vous voulez dire qu'il y a eu des échanges je me- entre les intervenants ou entre le public et les intervenants? Il y avait des questions, il y avait un temps où la personne faisait un exposé et ensuite il y avait des questions. Oui, souvent les exposés là sont un peu lourds, un peu longs, Là, et oui. il n'y a pas de place pour, Ah oui, oui, ah oui. pour les discussions, oui. pour les échanges. Ah oui. Mais bon, bah, écoutez, donc a priori, mais enfin quand même, je crois qu'il serait quand même intéressant de réfléchir sur la différence entre le psychisme masculin et féminin. Mhm. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous inspire, apparemment pas trop. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'a pas la même façon d'aborder les choses, mais moi je suis, ma clientèle est essentiellement féminine. Il y a très peu d'hommes. Oui, oui. Il y a très peu d'hommes qui font la démarche. C'est difficile de se remettre en cause parce que il y a toujours dans l'éducation cette idée qu'un homme doit s'en sortir par lui-même et qu'on ne pleure pas et qu'on met les émotions de côté et qu'il faut avancer, quoi. Enfin, écoutez, monsieur Agobert, je pense aussi qu'il faudrait, moi je dis toujours de manière un peu boutade, les gens qui vont chez l'opticien, c'est des gens qui ont des problèmes de vue. Mmh. Donc quelque part, la demande trahit un manque quelque part. Mmh. Et ceux qui ne vont pas vers cette demande, et peut-être aussi ceux qui n'ont pas le manque en rapport. Mmh. C'est une autre théorie, mais c'est possible aussi que, effectivement,
Parce que quels sont les obstacles, quelles sont les difficultés de la vie qui peuvent amener quelqu'un justement à aller voir un astrologue? Bien, souvent, et surtout alors du côté des hommes, les hommes qui sont venus me voir souvent, c'est parce qu'ils étaient dans un état dépressif très très profond et où ils ne voyaient pas d'issue et qui se sont dit pourquoi pas aller voir un astrologue. Et pourquoi est-ce qu'ils se sont imaginés qu'un astrologue pouvait les... Alors vous parlez là carrément d'une demande explicite d'astrologie, là. Ils viennent pas me voir essentiellement en tant qu'astrologue, ils viennent me voir en tant que psychothérapeute en général. Hein. Oui. Mais malgré tout, pour certaines personnes, le fait que vous fassiez l'astrologie, c'est plutôt un plus. Oui. Oui. Surtout quand c'est le bouche à oreille qui a joué. Oui, c'est ça, oui. Si quelqu'un a entendu dire qu'il y a un psychologue, mais qui fait de l'astrologie et que ça se passe pas mal, et que, etc., c'est là qu'effectivement il y a un déclic qui dit ouais, non, bah, ça me convient, effectivement. Et donc, pour vous, on avait abordé ce problème très rapidement. Pour vous, l'outil astrologique, vous m'avez répondu qu'il y avait plusieurs plans, etc., mais on n'a pas. L'outil astrologique, comment est-ce qu'il s'est constitué? Est-ce qu'il est. Comment on a pu imaginer, comment on a pu savoir que telle planète avait telle signification? Et est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont dégradées, ou est-ce que vous avez une sorte d'optimisme en disant ouais, l'astrologie elle est ce qu'elle devait être et puis elle fonctionne très bien comme elle est? Moi j'ai suivi, comme je vous ai dit, j'ai lu aussi les livres d'Hadès et très vite je m'en suis détaché parce que il y avait une sorte de morale, de manichéisme qui était vraiment trop fort dans... Quel genre de manichéisme? De dire que, je sais pas, des sortes de punitions dans les par exemple, l'opposition de Saturne, de Saturne au Soleil, je pensais que vraiment c'était quelque chose de très, très maléfique, quoi, l'opposition Soleil-Saturne. Et puis un jour, j'ai un repas chez des amis, j'étais à côté d'une dame qui était chercheure au CNRS. Et en parlant avec elle, je l'interroge un petit peu sur sa date de naissance. Oui. Et je découvre qu'elle a un soleil opposé à Saturne. Et là, ça m'a fait beaucoup réfléchir et je me suis demandé comment ça se fait que cette femme, qui est chercheur au CNRS, a cette opposition de Saturne au soleil, puisque Saturne représente les lois et les règles scientifiques qui sont reconnues, qui sont en pratique. Et je me suis dit que si elle veut vraiment trouver quelque chose de nouveau, il faut qu'elle remette les lois actuelles qui sont établies en question. Et donc l'opposition Saturne-Soleil, elle prend toute sa valeur positive dans cette recherche de lois nouvelles. Hein. Mais par exemple, bon, excusez-moi de revenir là-dessus, est-ce que vous pensez qu'on peut faire je sais que vous n'avez pas employé le mot conseil, mais est-ce qu'on peut orienter, développer un individu de la même façon qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme? Est-ce que le profil d'épanouissement est le même, ou est-ce que les problèmes à résoudre au niveau existentiel sont les mêmes? Est-ce que les choses à dépasser sont les mêmes? Mais déjà, je crois que ça n'est pas... Le problème est différent suivant les époques. Moi, je vois, il y a eu une période qui m'a beaucoup surpris, qui m'a étonné énormément, ça a été mai 68. Mai 68, c'est quand même avant tout une révolution féminine. Ah oui, enfin, oui, il y a eu ça en parallèle, oui. Pas en parallèle, bon, c'était la révolution principale. Ah oui. Là, je suis en train de rechercher, il y avait un philosophe américain qui avait écrit un article dans Le Monde, mais son nom m'échappe là. Il y a eu Marcuse à l'époque. Marcuse, voilà, Marcuse. Lui avait écrit il y avait un article qui avait été publié dans Le Monde où il disait, il expliquait que la révolution, enfin ce qui s'était passé en 68, c'était le féminin qui était en train de reprendre le dessus. Oui. Et depuis, on l'a vu. Moi, vous voyez, on est arrivé ici avec ma femme, on s'est installé en 73 ici. Oui. Hein? On a vu ici dans la rue, ici il y a 22 numéros ici hein, de villas, et on faisait la fête entre nous.
hein, une fois par an, on faisait la fête et c'était très convivial, on se voyait, etc. Mais il y a eu cette libération sexuelle où on parlait de la liberté de la femme. Il y a eu l'apparition de la pilule et puis la mini-jupe qui venait d'Angleterre, là, où la femme s'habillait d'une façon plus provocante, plus sexy, etc. Hein, avec des couleurs plus vives et tout. Moi, à l'époque, j'avais pris la suite de mon père qui était dans les vêtements d'enfants et adolescents et tout ça, et je l'avais bien vu aussi au niveau des couleurs et tout. C'était une révolution vraiment très importante, mais surtout qui allait dans le sens de la libération féminine. Et alors donc ça a eu une évolution dans la rue, dans la vie de la rue? Ah ben, dans la fille de la rue, j'ai dans la tête une image. Je suis rue de la Huchette à Paris, un samedi soir, et devant moi, il y a une jeune femme qui marche avec une jupe très très courte, avec une grosse ceinture, et il y a un homme qui a une quarantaine d'années qui est derrière, et au moment où il va pour la dépasser, il lui met la main aux fesses. Et la fille se retourne pour lui mettre une claque. Et il la retient comme ça, il lui dit si tu veux pas qu'il t'arrive des choses comme ça, il ne faut pas t'habiller comme ça. Là, on voit bien là, le passé et le nouveau qui était la femme qui dit mais moi je m'en fiche, je m'habille, maintenant je vis ma vie de femme et j'ai envie de plaire. Et on a bien vu que tout ça, ça a vraiment évolué vers une prise de conscience. D'ailleurs, à l'époque, il y avait beaucoup moins de femmes qui travaillaient qu'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on parle qu'il y a énormément de chômage, etc. Mais à l'époque, il y avait très peu de femmes qui travaillaient vraiment. On disait pas qu'elles étaient au chômage, oui. Ben non, on disait qu'elles n'étaient pas au chômage. Bah oui, c'est vrai. Absolument, elles étaient chez elles. Oui, C'était c'est un les vaste. femmes au Oui, foyer. oui, c'est certain que c'est un vaste sujet. Et là, elles ont commencé à décider du moment où elles avaient envie d'avoir un enfant et que peut-être elles n'avaient pas envie d'avoir un enfant avec tel homme. Bon, enfin, on ne va pas sortir du sujet, mais c'est vrai que un élément aussi qui provoque le chômage, c'est évidemment la productivité, c'est vraiment la machine, etc. Non, mais pour en revenir à votre question, une femme d'avant les années 60, c'est pas la même que celle des années 70 après. Oui, peut-être. Hein. Oui. Moi, ici, dans la rue, on a vu sur les 22 numéros, il y a eu 11 maisons dans lesquelles il y a eu divorce, séparation, oui, c'est ça que je voulais etc. savoir, oui. Hein, voilà, votre statistique de la rue. Il y a eu au niveau du... Oui. D'ailleurs, c'était au moment où Pluton était en balance, le signe du couple, hein, quand même, et où ça a vraiment... Vous ne croyez pas à une femme universelle, par-delà les siècles et par-delà les pays Bah, ça, on trouve ça dans la mythologie grecque, mais regardez, dans la mythologie grecque, on voit bien que déjà, il y a toutes sortes de femmes, hein, que ce soit de Junon à Aphrodite... Alors vous avez sursauté hier, lorsque Catherine Iman a interprété le thème de Sarkozy. Vous êtes demandé quelle était la part de l'astrologie, quelle était la part du sentiment personnel, mais de la politique. C'est surtout que j'ai eu la sensation très nette qu'elle utilisait l'astrologie pour la mettre au service de ses convictions politiques. Enfin, comme a dit quelqu'un, de toute façon, je ne cherche pas du tout à défendre qui que ce soit, du moment qu'elle l'explique par l'astrologie, alors j'avais failli dire à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas voir dans un thème ce qu'on veut? Eh bien, c'est justement là où c'est... Vous voyez, je vais vous dire une chose. À un moment donné, j'ai eu un jour un moment, on va dire, un moment de grâce tout à fait exceptionnel, hein, où en faisant un thème astrologique, c'était une amie infirmière qui m'avait écrit depuis Nice pour me dire j'ai une patiente qui a 22 ans, elle est en phase finale d'un cancer et elle est amoureuse d'un garçon et ce garçon l'aime énormément, ils s'aiment tous les deux vraiment très fort et c'est vraiment un drame, quoi. Est-ce que tu peux pas faire le thème pour voir qu'est-ce que tu vois sur le thème? Et je fais le thème de cette jeune femme. Et à un moment donné, alors pendant que j'étais en train de faire l'enregistrement, à un moment donné, j'ai une intuition qui me fait dire, mais la maladie que vous avez,
c'est uniquement parce que vous n'arrivez pas à croire à votre bonheur. Vous ne croyez pas que vous pouvez rendre votre mari heureux. Et si vous décidez de croire que c'est possible, vous allez guérir. Ouais. Donc, quand j'ai expliqué ça à ma femme m'a dit « t'es complètement fou. Tu te rends compte ce que tu dis? C'est une femme qui est en phase finale de cancer, etc. » Bon. Je ne peux pas vous le prouver, mais cette femme, après avoir entendu l'enregistrement, a guéri en 8 jours. Et le dossier est repassé entre les mains de plein de médecins de la Côte d'Azur, parce qu'ils n'arrivaient pas à croire que de l'état où elle avait guéri. Bien sûr, personne n'a jamais dit aux médecins que ça s'était passé à la suite d'un thème astrologique. Mais même moi, je ne considère pas que c'est moi qui ai fait ça. Et vous ne pensez pas forcément que c'était inscrit de façon absolue dans le thème? Mais non, mais non. Et d'autre part, la question que je vous ai posée, c'est de savoir si effectivement... C'est-à-dire que l'astrologie, c'est un support. Voilà, c'est ça. C'est un support. Mais ce que vous allez voir dedans, parce que moi, j'ai l'habitude de naviguer avec tous les symboles astrologiques, avec les planètes, avec les signes, avec les maisons, etc., de voir des choses, et parfois j'ai des intuitions. Et il arrive qu'une femme me dise aussi que dans son thème, j'avais utilisé une image pour essayer de lui faire comprendre, mais elle m'a dit « mais ça correspond exactement à la réalité de ce que je vis, quoi ». Alors c'est pas de la voyance, je sais pas où est la limite entre la voyance, l'astrologie, etc. Non mais enfin pour revenir à cette question, donc cette personne-là qui a parlé hier, ce qu'elle disait, elle le trouvait dans le thème aussi. Oui, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose, il y a un principe de base. Quand on établit un thème astrologique, c'est d'essayer de mettre en valeur les richesses de la personne. C'est-à-dire qu'il y a toujours un côté positif. Si on ne sent pas ça, et si on ne part pas dans cet esprit-là, et hier, ce qui m'a révolté dans l'attitude de Madame Iman, c'est que ce n'était pas du tout le cas, et que j'ai senti qu'elle avait un point de vue, au contraire, négatif, qui était le préjugé avant d'interpréter le thème, et qu'elle se servait de l'astrologie pour renforcer son jugement. Autrement dit, quelque part, une interprétation équitable du thème, quel que soit le thème, normalement, on doit quand même arriver à un portrait qui soit quand même assez positif. Même une personne qui est en conflit avec moi, ou quelqu'un que je n'apprécie pas, ou quelque chose, quand je fais le thème, je cherche toujours à rechercher les richesses de la personne qu'il y a dans le thème.